Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors Essar, on est arrivé au 55e CITREP et nous sommes le 23 janvier 2019. Vous intervenez toujours depuis Damas Ouais, et bon, malgré le froid qui est quand même assez prenant, hein, puisque il y en a qui s'imaginent que la Syrie c'est un pays ouais. chaud. En réalité, en hiver, il fait aussi froid en France Mhm. qu'à Damas, donc Non, c'est très froid. voilà. Donc Mhm. merci d'être avec nous Alors j'en malgré profite. ces températures, hein. Merci. Ouais. Merci et bonjour tout le monde. En fait, j'en profite pour expliquer que la Syrie est un pays continental. Donc en hiver, il fait très froid, en été, il fait très chaud. Et puis, il y a aussi de grandes différences entre le jour et la nuit. Donc parfois, la journée, même il y a une très belle journée et puis le soleil est chaud. Mais aussitôt que le soleil se couche, donc la température chute de 10 degrés, parfois plus. Minimum 10 degrés, parfois plus 15 à 17 degrés. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous dire le climat de la Syrie. Aussi sur les montagnes, il y a de la neige c'est souvent le cas en hiver. Mhm. Cette année, il a pas mal plu, il a pas mal neigé, donc voilà, il fait bien froid, Ça disons. permet d'avoir une petite idée Voilà, des conditions de vie des Syriens qui ont perdu leur logement, leur absolument, maison, hein, absolument. même s'ils sont au Liban et en Jordanie, les températures ne sont pas meilleures, elles ne sont pas plus clémentes, donc Exact. qu'on dirait, on peut admettre facilement qu'ils aient envie de revenir à la maison, au moins chez eux, pour reconstruire et Absolument. avoir un endroit où vivre dans des bonnes conditions, hein, quand même. Absolument. Alors justement, puisque vous commencez par la condition des réfugiés, on voit quand même qu'en Jordanie, au Liban, il y a beaucoup de réfugiés qui sont sous les tentes, qui sont aussi envahis par l'eau parce qu'il y a eu des grandes pluies et ils sont avec ces tempêtes de neige et de froid et de vent dans des conditions vraiment déplorables. Et puis on voit que les pays jouent avec ces réfugiés en masse, ils les retiennent, ils ne veulent pas, ils les laissent pas revenir dans leur pays, alors que la Syrie, depuis le début, appelle tous les Syriens à revenir en Syrie pour avoir leur dignité et vivre dans de bonnes conditions et être respectés, alors que les pays d'accueil, la Turquie, le Liban, la Jordanie, jusqu'à présent, ils exerçaient des grandes pressions sur les populations Mhm. pour éviter qu'ils rentrent. Pourquoi? Parce que ils essayent d'avoir de l'argent sur leur dos d'un côté, de l'autre côté, c'est pour les utiliser sur le plan politique. Je voudrais dire qu'en Turquie, les réfugiés syriens en Turquie, il y a 275 000 personnes qui ont eu la nationalité turque. Erdogan mise beaucoup sur eux pour ces élections à venir, Mhm. qui ont lieu donc en mai 2019, donc dans quelques mois. Au Liban et en Jordanie, on mise sur eux pour en fait les transformer contre la Syrie, alors soit des recrutements terroristes, soit pour les transformer aussi en carte contre le pouvoir actuel ou contre la Syrie dans le cas de prochaines élections. En fait, malheureusement, tout le monde utilise les gens comme masse de pression et comme aussi objet de carte de chantage pour l'État sur l'État syrien pour montrer qu'il ne s'occupe pas assez de ses citoyens, etc., etc. Mhm. Donc une utilisation politique absolument euh, effarante et dégradante, je peux dire, de l'ensemble des réfugiés dans les pays. Ceci dit,
n'empêche quand même que entre la Syrie et le Liban, entre la Syrie et le Liban, il y a quand même des passages, le passage de Jdeïde et puis Zamrani qui sont il y a toutes les semaines en fait des personnes qui rentrent, qui reviennent. Bon, par des centaines de familles, je peux dire. Et cette semaine, donc, il y a eu hier et aujourd'hui beaucoup de personnes et de familles qui reviennent aussi de la Jordanie par le passage d'Ansib. Donc, des gens qui reviennent du camp de réfugiés El-Zatari et en partie du camp El-Sama. Ils sont bien accueillis par l'État syrien, des personnes qui, juste aux frontières, s'occupent d'eux et donc qui leur font faire leurs papiers, qui leur font leurs papiers et qui leur donnent aussi toutes les choses nécessaires, tous les biens nécessaires pour vivre, de l'aide humanitaire, un service médical à la hauteur, et surtout ils sont hébergés dans des grands centres d'hébergement si leurs maisons sont détruites, ou ils sont accueillis aussi au chaud et avec des aides alimentaires qui leur permettent de vivre avec leur famille. Voilà. Il y a plus de 8000 personnes qui sont entrées cette semaine par le passage d'Ansib depuis le début du mois. Voilà. D'accord. Donc bien sûr, on a commencé par les réfugiés syriens, mais on n'oublie pas le sort malheureux de nos amis palestiniens qui subissent une recrudescence d'agressions israéliennes, que ce soit à Gaza, où on a parlé aussi de la situation des prisonniers qui sont soumis à des brimades, de sévères brimades. Donc je vais vous laisser en parler. Il faut à chaque fois le rappeler. La situation en Israël, en Palestine occupée, en fait, ne s'améliore pas. Et c'est pas le Premier ministre qui dirige, le psychopathe qui dirige, qui va améliorer la situation. En fait, pour les Palestiniens, donc les marches pour le retour continuent tous les vendredis. Donc vendredi dernier, il y a eu encore une marche qui a mobilisé énormément de personnes. Et les lundis, il y a aussi des marches sur la mer pour libérer aussi la frontière, le front de mer de Gaza. Les Israéliens qui tirent à bout portant pratiquement sur les manifestants complètement pacifiques. Il y a des blessés, énormément de blessés. Il y a eu un mort et énormément de blessés donc le vendredi dernier. Les Palestiniens assurent qu'ils vont continuer à se battre pour à la fois pour le retour, mais aussi pour briser le blocus de Gaza, qui est devenu vraiment une véritable prison à ciel ouvert, où d'ailleurs même l'occupant israélien la semaine dernière a commencé aussi par attaquer la ville de Ramallah et par envahir la ville, détruire des habitations de plusieurs prisonniers, et qu'ils accusent d'avoir opéré des opérations, d'avoir fait des opérations contre l'armée israélienne et contre des centres israéliens. Ils ont détruit donc les maisons de plusieurs prisonniers, et en plus ils sont partis comme ça en détruisant et en semant la peur et l'horreur. Je voudrais dire quand même qu'ils ont non seulement ils ont violé des domiciles, arrêté des enfants,
qu'ils enlèvent de leur famille des enfants, des personnes, des femmes. Rien ne les arrête. Donc voilà ce que les gens pensent comme être la plus grande démocratie du Moyen-Orient, n'est-ce pas, du Proche-Orient. Voilà, donc ça, ce sont les pratiques de cet état d'occupation qui, de plus, en plus, n'a absolument aucune légitimité, en fait, puisque c'est un État qui a violé et volé les terres des Palestiniens depuis 48, donc, et qui continue à grignoter les territoires des Palestiniens en faisant des colonisations systématiques comme ça, un mouvement de colonisation qui vire des Palestiniens et qui construit sur leurs terres, qui arrache aussi les cultures des Palestiniens. Ils ont créé des sortes de Bantoustans, en fait, des petits îlots de Palestiniens séparés par des murs, de manière à ce que les Palestiniens ne puissent pas circuler dans les lieux qu'ils occupent. L'histoire des deux États est devenue une véritable légende parce qu'elle n'existe pas. Les Israéliens, enfin, cet État d'occupation continue à violer et systématiquement les terres palestiniennes et à se les approprier. Donc voilà, vous avez comme ça une idée de ce que c'est Israël, cet état d'occupation et du droit des Palestiniens à rester sur leurs terres, à revenir aussi des lieux de refuge et des lieux de la diaspora, puisqu'il y a des camps de réfugiés palestiniens au Liban, des camps de réfugiés palestiniens en Syrie. Les réfugiés palestiniens sont partout dans le monde, alors que leur pays se fait complètement voler, violer par des colonisateurs israéliens ou israélites venant de tous les pays du monde. Hein. Ce ne sont pas des gens de la région du tout. Donc c'est important d'avoir cette visibilité de ce qu'est l'État d'Israël et de ce qu'est l'occupant israélien. Ouais. Cette prédation d'ailleurs. Et donc. Oui, cette prédation qui s'étend également au territoire syrien du Golan. Hein. Du Golan, oui, merci de le dire. Effectivement, le Golan est une terre syrienne occupée par Israël en 67. Et actuellement, cette terre reste syrienne. Il y a eu plusieurs décisions de l'ONU à ce sujet. C'est une occupation par la force, par l'armée. Et en fait, donc, il y a eu plusieurs décisions, donc notamment la décision du retour aux frontières de 67, la décision 242. Il y a la décision 338, la décision 497, qui stipule que le Golan est syrien et reste syrien. Alors en fait, l'État d'occupation d'Israël non seulement donc applique une grande répression et des détentions arbitraires, etc., contre la population qui résiste, mais d'un autre côté, il cherche par la force aussi à israéliser la population. Ils ont distribué des pièces d'identité israéliennes qui ont d'ailleurs toutes ont été brûlées par la population. Ils ont organisé ou tenté d'organiser des élections locales israéliennes au Golan. Les habitants syriens du Golan ont affirmé qu'ils sont syriens et que ce serait un grand honneur qu'ils votent sous le drapeau syrien, mais absolument pas sous le drapeau israélien. Donc ils ont boycotté ces élections. D'un autre côté, ils cherchent à les exproprier et à occuper les terres, mais en même temps à détruire leurs récoltes aussi.
à faire des contrats pour exploiter le sous-sol du Golan, aussi bien l'eau que le pétrole qui réside dans cette région. Donc tout ça dans toute illégalité internationale donc concernant les lois tout l'ensemble des règles d'occupation. Le Golan est plus que jamais proche de son retour à la Syrie. Le Golan est syrien et il restera syrien. Je tiens à dire que pendant ces 8 années où la Syrie se battait âprement contre le terrorisme et continue à se battre non seulement contre le terrorisme, mais contre tous les pays occidentaux qui ont réuni des dizaines de pays pour être contre la Syrie. Le Golan a toujours a toujours soutenu l'État syrien et est fier de son appartenance à la Syrie. Je voudrais dire quand même que la répression contre les militants du Golan est très violente, notamment je voudrais rappeler celle par exemple de Soudqi el-Maqt qui est en prison depuis 25 ans, 27 ans même, hein, a été libéré pour quelques jours et a été à nouveau arrêté et emprisonné pour avoir montré du doigt et avec des photos la connivence de l'État d'Israël de l'entité israélienne avec les terroristes d'Al-Nosra qui étaient sur les frontières du Golan, qui étaient en Syrie. Et aujourd'hui, donc, depuis la libération de cette région, où Israël a redemandé aux États-Unis et à la Russie surtout, presque les suppliant, que les accords de séparation de 1974 soient à nouveau appliqués, alors qu'ils étaient les premiers à les violer. Mais comme ils ont perdu, et qu'ils ont perdu surtout leurs guerriers, entre guillemets, qui sont leurs soldats, les terroristes d'Al-Nosra, dans le secteur du Golan, ils avaient peur que le mouvement de libération continue. Donc, ils ont demandé l'application, effectivement, de cet accord de séparation de 1974 et ils ont redemandé à nouveau la présence du UNDOF, des forces du UN, en fait, des Nations Unies, aux frontières de séparation entre le Golan et la Palestine occupée. Voilà, donc nous exigeons effectivement la libération de notre ami Soudqi el-Maqt et puis de Amal Abou Saleh aussi, qui est une militante aussi, qui est emprisonnée de longue date dans les geôles israéliennes. Alors, voilà. Essar, oui, oui, pardon, allez-y. Oui, c'est pour poursuivre dans les agressions de l'entité sioniste contre la Syrie cette fois-ci, hein, c'est-à-dire que là, c'est carrément... alors, je vais parler de plusieurs sujets à la fois parce qu'ils sont liés les uns aux autres. Il faut noter que seulement 2 heures après la fin de l'enregistrement du dernier SITREP, hein, c'est-à-dire le 54, l'armée de l'air israélienne frappait la Syrie. Mais elle ne se contentait pas, ce qui était déjà inadmissible bien entendu, de le faire le 11 janvier. Elle l'a fait également dans la matinée du 20 janvier dernier, c'est-à-dire dimanche, en lançant 8 missiles, apparemment 7 ou 8 missiles qui ont été quasi tous interceptés. Et visiblement fâché de ne pas avoir le succès escompté avec ses frappes, l'entité sioniste a décidé de faire une frappe d'une violence inédite. Hein, il faut savoir qu'elle a reconnu plus de 200 agressions contre la Syrie,
celle-ci correspondait à la plus violente qui ait jamais été faite contre la Syrie depuis très très longtemps, et probablement depuis même ce 67. Hein. Et là, Ouais. on a apparemment 45 missiles lancés et 38 détruits. C'est-à-dire qu'on a eu quelques missiles qui ont atteint leur cible. En l'occurrence, un système anti-aérien qui a été détruit et avec la mort de 4 soldats syriens et une demi-douzaine de blessés. Alors, ce qui a fait dire à le docteur Al-Jafari au Conseil de sécurité que la situation était devenue absolument intolérable. Elle l'était déjà, bien entendu, mais là, c'est une mise en garde sévère, hein, une mise en demeure contre l'ONU, Du Conseil. voilà, du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'enjoindre ou la forcer à condamner ces agressions et surtout d'empêcher que d'autres bombardements se produisent de nouveau contre la Syrie. Et le docteur Al-Jafari, donc le représentant diplomatique de votre pays au Conseil de sécurité, a clairement avancé la possibilité que la Syrie décide de frapper l'aéroport de Tel Aviv en représailles des frappes commises contre l'aéroport de Damas. Alors effectivement, en une semaine, 3 agressions israéliennes, escaladant en fait, chacune plus violente que l'autre. Hein. Celle qui a visé effectivement l'aéroport de Damas a été 45 missiles, comme vous l'avez dit, qui ont en grande partie été détruits ou dévoyés, de toute façon, ce qui montre une très grande performance de l'armée arabe syrienne, en fait, et qui montre que la population observait tout ça la nuit en applaudissant, en fait, les défenses aériennes syriennes. Ça a été une très violente attaque par 3 points, une à partir du lac de Tibériade dans le Golan, une par-dessus le ciel libanais et la 3e à partir des territoires occupés palestiniens. Des vagues successives de missiles, 45 missiles qui ont été envoyés, qui ont tous été détruits. Certains ont été, 7 ont été dévoyés, mais qui sont tombés dans des lieux où il n'y avait pas de cible. Ils n'ont pas fait de dégâts, en fait. Hein. Par contre, c'est vrai que la première attaque, en fait, l'attaque par 7 missiles, celle du 20 janvier, avait atteint un stock de munitions vide ou semi-vide. Hein. Malheureusement, nous avons eu 4 martyrs, 4 soldats syriens qui ont été atteints, et puis ce fameux stock qui était quasiment vide, ce qui fait la rage des Israéliens. Parce que, en fin de compte, aucun de leurs objectifs n'a été atteint. Je tiens à signaler quand même que les S-300 n'ont pas été utilisés, que tout ceci se fait, toute cette parade syrienne complètement réussie et qui fait la rage de l'entité sioniste, c'est que l'armée syrienne continue à travailler avec les armes de 74 qu'ils ont fait évoluer, et c'est ça qui fait qu'on défend nos défenses aériennes, et l'efficacité de nos défenses aériennes se fait avec ce vieux matériel qui a été évolué par l'armée arabe syrienne. Oui. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, hier encore, après l'attaque qui a été déjouée sur l'aéroport de Damas, il y a eu une violation
des violations systématiques du ciel libanais. Il y a eu des vols très denses et très systématiques sur l'ensemble du ciel libanais, arrivant jusqu'au nord du Liban. Et même ils ont dépassé un avion a passé le mur du son au-dessus de la ville de Tyr, donc dans le sud du Liban. Faisant pratiquement en fait de la véritable provocation en fait pour faire en fait il cherche effectivement à mon avis, et ça c'est mon analyse, il cherche effectivement à provoquer la Syrie, à provoquer le Liban et la résistance libanaise, de manière à provoquer une riposte, voire une guerre, et impliquer les États-Unis dans cette guerre. Les États-Unis et puis leurs alliés, entre guillemets, leurs alliés que sont la France, l'Angleterre et la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui sévissent d'ores et déjà dans le nord-est de la Syrie, en bombardant la population civile, en bombardant aussi les villages qui résistent à la fois à Daesh, au terrorisme, et qui résistent aussi à la présence américaine, à la présence occidentale des pays de l'OTAN, en fait, des pays atlantistes, et qui qui leur demandent de partir. Et voilà que cette aviation se venge de ces populations. Nombreux villages du gouvernorat de la campagne de Deir ez-Zor ont été bombardés ces temps-ci, faisant de grands massacres. Il y a eu un premier massacre de 20 personnes d'abord, et un deuxième de 40 personnes hier. Ils n'arrêtent pas de bombarder ces villages, ces villes. Et ce sont des populations qui sont restées, comment dire, cramponnées à leur terre, qui ont refusé de quitter parce qu'il y a eu une pression monstre les poussant à quitter leur village et leur ville. Manifestement, il y a une volonté de changement de démographie et garder la main mise sur cette région de l'est de l'Euphrate qui est riche en pétrole, en gaz, qui est des terres fertiles aussi, et riche, et qui est pratiquement le grenier de la Syrie quand même, cette région qui est à l'est de l'Euphrate. C'est une région qui est riche dans la production agricole de toutes les céréales, de coton, de blé, et puis en même temps, qui a aussi donc du pétrole et du gaz. Donc les Américains et leurs alliés se vengent de la population civile, et ce sont eux-mêmes qui prêtent main forte aussi aux Israéliens dans le sud de la Syrie. Et d'ailleurs, on peut constater, Essar, que par rapport à l'annonce tonitruante de Trump sur le retrait des troupes américaines de Syrie, qu'en réalité, on a affaire à une mascarade, puisque dans la réalité, et c'est ce que vous m'avez dit dans la préparation de ce site-rep, il y a une volte-face qui a certainement été impulsée par la visite de Pompeo et de Bolton dans la région, sans doute pour forcer je dirais, leur pion à changer de tactique et d'attitude vis-à-vis par exemple, de l'armée syrienne, de Damas, hein, donc. Effectivement, alors qu'on s'attendait, en fait, les choses ont commencé à être un peu plus ouvertes. Après, il y a eu effectivement la réouverture de l'ambassade des Émirats arabes unis, la visite du président de Soudan à la Syrie, El-Béchir, et une annonce en fait
de réouverture des ambassades, en fait la reprise des relations politiques normales avec la Syrie. Il y a eu aussi un avion qui est parti de la Syrie vers l'aéroport de Tunis, donc qui a été aussi très largement accueilli par la population, etc. Donc une reprise d'une vie normale, je dirais, avec la Syrie. Et ben voilà que Bolton, Pompeo débarque, Pompeo surtout, débarque dans tous les pays environnants de la Syrie, donc en Égypte, en Israël, bien sûr, dans l'entité sioniste d'occupation, et est parti aussi en Arabie Saoudite. Bolton est parti aussi en Irak, etc. Et là, alors que les rapports s'annonçaient chaleureux, et une reprise normale, peut-être pas chaleureuse, mais une reprise normale des relations, et ben tout ce flux s'est arrêté et on a vu au contraire une volte-face, si on veut dire, ou peut-être une recrudescence des agressions contre la Syrie et contre le Yémen. D'ailleurs, à peine Pompeo a quitté l'Arabie Saoudite que les bombardements sur le Yémen ont redémarré de plus belle, malgré l'accord de Stockholm. Oui, oui. Les bombardements contre la Syrie aussi dans la région nord-est ont recommencé. Les États-Unis ont mis ont émis une menace contre la Turquie si elle agressait les Kurdes. Le mouvement FDS, je ne veux pas dire les Kurdes parce que c'est une minorité des Kurdes, alors que la majorité est plutôt avec l'État syrien. Là, ils ont essayé de redonner confiance à ces gens-là, alors qu'ils étaient partis dans une discussion importante avec l'État syrien, et ils se sont mis sous le couvert de l'État syrien, et ils ont dit que c'est bien que l'armée syrienne vienne défendre cette partie de la Syrie et qu'ils coopéraient avec elle. Et là, ils ont à nouveau fait volte-face puisqu'ils ont aussi reçu des armes, des munitions, des renforts aussi de la part des Américains. Donc, ils ont recommencé à s'opposer à l'État syrien. Erdogan a commencé à nouveau sa vieille chanson de zone démilitarisée autour des frontières turques, donc une zone de 32 kilomètres tout au long des frontières, sous prétexte qu'il ne veut pas de Kurdes à ses frontières, alors que je peux dire en Turquie, il y a quand même 24 millions de Kurdes. Oui. C'est en fait un véritable mensonge, je peux dire, et un véritable prétexte pour envahir la Syrie et occuper illégalement une partie donc de la Syrie. Je tiens à dire quand même la Turquie est très présente aussi dans le gouvernorat d'Idlib et à Afrin. À Idlib, la Turquie, malgré les accords de Sochi, a largement soutenu Al-Nusra, qui se battait avec toutes les autres factions terroristes. Là, je peux dire, il y a quand même 70 000 terroristes dans cette région d'Idlib, dont 10 à 15 000 étrangers. Donc entre l'armée du Turkestan, entre les gens qui sont venus de France, des Tchétchènes, des Ouïghours, donc tous ces gens, bon, à la suite de grandes batailles factions terroristes, c'est là actuellement Al-Nusra
domine le paysage, a dominé l'ensemble des autres factions qui ont rendu les armes donc et qui se sont mis sous la tutelle d'Al-Nusra. Donc maintenant, il y a Al-Nusra qui a gagné en influence et qui domine la scène politique, la scène militaire, je peux dire. Voilà. On ne peut pas parler de politique avec les terroristes, mais qui domine la scène militaire à Idlib. La population subit vraiment beaucoup d'exactions, beaucoup de répression et beaucoup de pression de la part de la Turquie qui fait un véritable effort, qui fait un véritable travail de turquisation, c'est-à-dire ils imposent la langue turque dans les écoles, les programmes turcs, la livre turque comme échange dans toute la région d'Idlib, que le drapeau turc est hissé aussi sur les bâtiments administratifs et donc c'est une véritable, ça montre une véritable volonté d'occupation et ce n'est pas du tout pour combattre ni les Kurdes, ni les terroristes, ni quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, en fait, Poutine rencontre Erdogan et je pense qu'ils vont parler. Le dossier principal annoncé, c'est le dossier syrien sur lequel ils vont discuter. Puisque je tiens à dire quand même que Erdogan est partie prenante de l'accord de Sochi, qui n'est rien d'autre que la continuité d'Astana, qu'il s'est rendu garant de la... garant des terroristes, en fait, hein, par Astana, Sochi, et que l'accord de Sochi, il devait retirer les armes lourdes et moyennes de l'ensemble des terroristes, qu'il fallait que les terroristes reviennent 15 à 20 kilomètres en arrière, loin des lignes de confrontation avec l'armée arabe syrienne, hein, et que jusqu'au 15 octobre. Et puis je rappelle qu'à la fin 2018, normalement, tout Idlib devait être sous le contrôle de l'armée arabe syrienne par cet accord que la Turquie a signé par écrit et auquel elle s'est engagée, mais rien n'a été fait en 2018, puisque la Turquie avait évoqué un certain nombre de difficultés avec les terroristes, puisqu'ils étaient trop nombreux et beaucoup de factions, etc. Et le fait qu'ils n'avaient aucun contrôle sur ces factions-là. On peut penser maintenant que comme c'est une seule faction et c'est Al-Nusra qui est terroriste et qui est reconnu comme tel et qui est mis sur la liste des organisations terroristes de l'ONU, donc, et que la Turquie se doit de combattre aussi bien en application des règles de l'ONU, si on peut dire, qu'en application de l'ensemble des accords qui ont eu lieu, de la lutte contre le terrorisme d'un côté, et puis qui doit elle-même se retirer, puisque dans tous les accords aussi de l'ONU, et notamment l'accord 2254, et dans tous les accords, il a été souligné la souveraineté de la Syrie, l'unicité de son territoire, le non-fractionnement, et donc tout ceci doit rentrer dans l'ordre. Donc, je pense que... Alors, en plus, Essar, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, pour le coup, maintenant, il n'y a plus de discussion possible de savoir si on doit freiner toute offensive, parce qu'il y aurait encore
des modérés entre guillemets. Là, la question se pose même plus, puisque l'intégralité d'Idlib, enfin du gouvernorat d'Idlib qui est sous la coupe, je dirais, d'Al-Nosra, a de fait en fait éliminé la partie modérée, et que donc tout ça peut très bien déboucher assez rapidement vers vers finalement l'offensive finale qui était prévue en septembre, hein, en septembre 2018. Et là, évidemment, l'ONU, les Américains et tutti quanti auront du mal à expliquer que ils sont venus et ils sont présents pour protéger les modérés, puisqu'il n'y en a plus. Hein, voilà. Il y en a plus. Tout à fait. Tout à fait. Alors, d'autant plus, en fait, je voudrais quand même signaler que depuis ce retrait, entre guillemets, des Américains, ce retrait annoncé des Américains, oui, il y a eu aussi une recrudescence de toutes les attaques contre l'armée syrienne par les terroristes du gouvernorat d'Idlib, donc qui à la fois s'attaquent au village nord de Hama. Donc hier, il y a eu des bombardements de la ville avec des missiles, hein, de la ville de Mhardeh, de la ville de Latamne. Il y a toutes les nuits des tentatives d'infiltration contre des positions de l'armée arabe syrienne dans la région. Et donc tous les jours et toutes les nuits, il y a effectivement des confrontations très violentes avec ces terroristes et avec les terroristes d'Idlib qui balancent des missiles à tout va sur les positions syriennes, sur les villages syriens, tout autour. Et je voudrais quand même aussi ajouter, hier soir, un attentat terroriste à la voiture piégée a été aussi dans le centre de la ville de Latakia. Il y a eu aussi un mort, 14 blessés, alors que ça faisait un certain temps qu'il n'y a pas eu de voiture piégée, qu'il n'y a pas eu d'attentats terroristes, etc. Donc une recrudescence à la fois des attaques, à la fois des attentats terroristes, etc., aussi bien à l'est, au nord, à l'ouest aussi, et dans le sud de la Syrie. Je rappelle aussi qu'il y a eu une incursion d'Al-Tanf, de Daesh, qui a été aussi déjouée vers le gouvernorat de Palmyre, en fait, vers les alentours de Palmyre, la ville de Hmeima, qui a été déjouée et qui a été repoussée. Mais tous ces mouvements, ça montre bien qu'ils ont été encouragés, des cellules dormantes qui ont été réveillées, qui ont eu des ordres spécifiques pour continuer à attaquer en Syrie, à s'attaquer à la population civile, etc., pour que cette atmosphère de victoire, ou cette ambiance de victoire qui a régné pendant Noël et pendant les derniers jours soit toujours entachée de morts, de sang, etc. Donc, et puis, pour casser le moral de la population syrienne qui a résisté miraculeusement et qui a triomphé miraculeusement après 8 ans d'agression terroriste, après aussi des privations, parce que je voudrais rappeler quand même qu'on est sous blocus économique, on manque de beaucoup de choses, notamment de médicaments, de pièces détachées pour les médecins, pour les hôpitaux, en fait pour les appareillages d'hôpitaux. On a manqué aussi de fuel et de gaz pendant ces tempêtes frigorifiantes, parce que les Américains ont bloqué les navires qui nous ramenaient du fuel et du gaz aussi de chez nos amis iraniens. Puisqu'ils les ont mis aussi sous sanctions. Donc tout ceci, c'est le peuple syrien
le supporte, le déjoue et en sort aussi victorieux puisque le peuple syrien est très friand de sa souveraineté, de son indépendance et surtout du fait que de l'indépendance de ses décisions, de son indépendance. Donc, effectivement, nous continuons à triompher et ce peuple continue à triompher et à être victorieux. Merci Essar, nous arrivons au terme de ce site-rep, effectivement qui a été très consistant puisque on a effectivement eu pas mal d'événements brutaux de la part des Israéliens en particulier et des Américains aussi, les bombardements américains comme vous l'avez souligné. Alors bon, les terroristes. Voilà, et leurs instruments terroristes, voilà. Je peux dire. Tout à fait. Alors il ne nous reste plus qu'à nous donner rendez-vous pour le 56e site-rep dans un petit peu plus d'une quinzaine de jours. Et en tout cas, merci encore Essar pour ce compte-rendu, ce site-rep concernant votre pays, qui nous est absolument indispensable pour comprendre ce qui se passe là-bas. Merci à vous, merci à tout le monde. Et puis, essayez de faire savoir la vérité autour de vous. Merci Essar, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.